Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir derrière votre petit ou votre grand écran en direct au Sable dans nos nouveaux locaux pour notre assemblée générale. Ce soir, c'est l'occasion de se poser, de prendre quelques minutes pour ensemble regarder dans nos rétroviseurs le chemin parcouru, le travail accompli et habituellement de partager tous ensemble un moment convivial. Il y a un an, nous vous présentions déjà notre vécu du premier semestre de cette année très animée 2020 à travers un reportage décalé et décapant, Covid Investigation, présenté par la célèbre journaliste Lise Lucette. Et on peut dire que nous avons roté de peu le prix Pulitzer. Ce fut l'occasion de saluer la solidarité des entreprises vendéennes lors de notre appel aux dons, établissements de santé, recherche masques, gants, blouses, désespérément. Il y a un an aussi, en conclusion de notre assemblée générale, j'avais émis le souhait que nous puissions tous nous retrouver aujourd'hui en présentiel pour partager ensemble ce moment de convivialité tant attendu. Mais les restrictions sont encore présentes et nous devons tous montrer l'exemple, tout en rendant accessible notre conférence sur le thème des aidants au plus grand nombre. Pour interagir ce soir avec la conférence et avec l'AG, vous pourrez poser vos questions par SMS, qui s'affichent normalement bientôt sur votre écran. Et ainsi, je déclare ouverte notre Assemblée générale. Je vais donner la parole à notre président, M. Couturier, pour nous retracer les moments forts de cette année 2020. À tout à l'heure pour les chiffres et les votes. Mesdames, Messieurs, chers collègues du Conseil d'administration, il me revient bien évidemment en tant que président de vous présenter le rapport moral. Je vais essayer d'être concis, relativement concis. Après une année 2020 dont chacun a conscience qu'elle est inhabituelle et qu'elle est exceptionnelle. Inhabituelle puisque le monde entier a été frappé par une pandémie que nous ne savions plus ce que c'était, qui a démarré en Chine. Nous ne savions plus ce que c'était parce que nous n'avions pas connu depuis le 19e avec le typhus ou la grippe espagnole au début du XXe siècle, et qui nous a touchés à partir du mois de mars 2020 de façon majeure. Plus infectieuse que le H1N1 des années 2009-2010. Près de 6 millions d'habitants ont été touchés en France. 109 000 décès sont intervenus selon Santé publique France, 117 000 selon l'INSEE. Donc c'est étonnant, mais les chiffres ne sont pas en fait totalement arrêtés. Il y a eu 3 vagues successives, vous le savez, avec des pics de patients qui relevaient de réanimation jusqu'à plus de 6 000 patients. Naturellement, cette année a été une mise sous tension de notre système de santé, avec une très forte mobilisation des professionnels de santé, les professionnels libéraux en première ligne, les personnels des établissements médicaux sociaux, bien sûr, les hospitaliers, à l'hôpital comme en clinique. Et si la première vague a pris tout le monde de court à partir de mars 2020, la deuxième et la troisième ont permis très vite et heureusement d'affiner les prises en charge médicales et de préciser le rôle de chacun, notamment des cliniques et des professionnels du domicile, parfois marginalisés lors de la première vague. Il reste que si des réunions de coordination sont intervenues entre les différents acteurs de santé, il y aura sans doute lieu de faire un retour d'expérience sans complaisance de cette crise à rebondissement, cette crise sanitaire à rebondissement, de façon à nous préparer mieux pour la prochaine crise, dont chacun sait, crise sanitaire épidémique, qu'elle ne manquera pas de survenir. L'année 2020 était une année aussi exceptionnelle de poursuite de la montée en charge, de la croissance d'activité. La file active de patients en fin d'année est passée de 191 à 203. Les journées ont progressé de 8% et les produits de 11%. Ce qui veut dire que l'HAD Vendée, comme d'ailleurs d'autres HAD, trouve progressivement sa place parmi l'ensemble des acteurs de nos systèmes de santé. Le résultat de l'exercice 2020 s'établit à 2,9 millions. Je passe sur les centimes. Notre directrice y reviendra. Mais intègre, il faut le savoir, des subventions à hauteur d'à peu près 500 000 € qui déforment un petit peu ce résultat.
notamment par, il faut s'en féliciter d'ailleurs, des subventions liées aux charges exceptionnelles dues au Covid et la prise en charge de patients Covid, à hauteur de 350 000 €. Ce résultat financier, l'objectif n'est évidemment pas de faire un excédent pour faire un excédent, il est de faire un excédent pour continuer notre développement, pour financer notre développement. Il nous permet de poursuivre et d'achever notre équipement de tablettes numériques au domicile, je le rappelle, et de mener à bien le projet immobilier Petra au Sable, c'est-à-dire l'antenne dans laquelle nous sommes ce soir. On imagine sans difficulté que la poursuite du développement de l'HAD Vendée a impliqué un effort constant de structuration, d'organisation interne sous la conduite de notre directrice, Alexandra Morveau, dont je tiens à souligner l'efficacité et le dynamisme. 3 pôles ont été structurés ou renforcés, un pôle parcours, un pôle finances ressources humaines et un pôle fonction support. Naturellement, il nous faut poursuivre ce développement, ce projet stratégique avec un horizon qui est au moins l'horizon de 2030. Je tiens à cette occasion à souligner la mobilisation de chacun, l'adaptabilité aux conditions de travail, le professionnalisme de tous, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient médecins, soignants, qui a permis d'assurer, qu'ils soient tout simplement professionnels de santé, qui a permis d'assurer à la fois la prise en charge de certains patients post-Covid, sans que cela se fasse au détriment des patients habituels, des interventions traditionnelles en HAD comme au domicile. Alors concrètement, je voudrais souligner quelques actions majeures de l'année 2020 qui, moi en tout cas, m'ont frappé, ainsi que nos administrateurs. La gestion à rebond de la crise. Car le tout, ce n'est pas d'avoir une crise, c'est d'être en capacité d'y faire face, d'autant plus qu'elle a été en 3 épisodes. Organisation du télétravail, gestion de la cellule de crise, gestion logistique de ces fameux équipements de protection individuelle, des livraisons à domicile, enfin tout ce que suppose une crise, c'est-à-dire une mobilisation, une adaptation, une improvisation parfois pour apporter des réponses. Le deuxième point qui m'a frappé, c'est la mise en place, et ça m'a beaucoup réjoui, la mise en place d'une structure et d'une filière d'aval protocolisée entre CHD et HAD pour la surveillance des malades en sevrage, donc sous oxygène, lors de leur retour à domicile. Je crois que là, c'est un pas de plus, c'est-à-dire vraiment la filière de prise en charge au bénéfice du patient. Et je remercie le docteur Bontemps parce que je sais qu'il a pris une part importante à la mise en place de cette protocolisation. Naturellement, la poursuite du déploiement des tablettes sur les antennes de La Roche et de Fontenay, l'objectif étant d'achever le déploiement en octobre 2021 par l'antenne des Sables. Le déploiement des tablettes, c'est à la fois un déploiement matériel, mais c'est aussi une formation des professionnels de santé à leur utilisation qu'il faut naturellement mettre en place et en œuvre. L'organisation de téléconsultation et de télésuivi par les infirmiers et les médecins coordonnateurs. La crise a permis ce développement dont on voit bien qu'il va s'accentuer. D'ailleurs, les organisations professionnelles négocient avec l'assurance maladie pour les financements de cette nouvelle modalité finalement de suivi médical ou de suivi soignant. La mise en place, c'est aussi un point d'avancée tout à fait déterminant, la mise en place d'une astreinte téléphonique médicale et d'une permanence, donc astreinte téléphonique médicale de SAMI, et d'une permanence par des infirmières de coordination présentes à La Roche-sur-Yon, ainsi qu'une astreinte de nuit par les infirmières. Je crois que là, effectivement, on a aussi franchi une étape tout à fait majeure dans la structuration de l'HAD, dans la prise en charge et dans l'accompagnement des professionnels de santé et des patients à domicile. Le projet Petra, je n'y reviens pas, on est dedans pour accueillir l'antenne des Sables qui a ouvert au début du mois de mai 2021. C'est un projet qu'on a travaillé pendant 18 mois, 2 ans auparavant et qui, je crois, donne satisfaction, en tout cas par les premiers échos qu'on en a, et je m'en réjouis bien évidemment. Le lancement d'une réflexion sur la création d'un nouveau siège social. Bon, vous connaissez notre siège social à La Roche-sur-Yon. Il est aujourd'hui trop exigu par rapport à l'activité, bien évidemment, de l'HAD. Nous y travaillons avec le conseil d'administration et la direction sur le choix d'un terrain, sur bien évidemment les projets de construction, l'élaboration du programme et l'ensemble des personnels d'ailleurs y sont largement associés et c'est évidemment très bien.
L'objectif, c'est d'occuper ce siège social pour la fin de l'année 2023. Notre directrice dit mi-2023. Je me permets de ne pas partager tout à fait son optimisme. Les réflexions préliminaires terminées par ça à l'élaboration d'un nouvel organigramme de gouvernance, parce que la gouvernance, on en parle beaucoup, mais ensuite il faut la mettre en œuvre, bien évidemment, pour une HAD des années 2030. Car c'est la HAD de 2030 qu'il faut qu'on pense, ce n'est pas celle de 2022, bien évidemment. Donc l'HAD est clairement positionnée dans le spectre des prises en charge sanitaires de la population. Elle ne peut continuer à se développer pour différentes raisons, mais une raison qui est celle du vieillissement de la population, bon, inexorable, et des modalités d'accueil du très grand âge. La crise a au moins ce mérite de nous faire changer le regard sur les modalités d'accueil du très grand âge. D'abord, on a redécouvert qu'il y avait des patients très âgés à domicile, des personnes très âgées à domicile. On l'avait un peu oublié, on était sur les EHPAD. Et en définitive, il y a plus de personnes très âgées à domicile qu'il y en a en EHPAD. Il ne faut pas l'oublier. Pour les EHPAD, on donne le chiffre de 750 000 environ personnes en institution, et il y en a plus au domicile. Et donc, les pouvoirs publics ont redécouvert que finalement, le domicile concernait un nombre important de personnes âgées, voire très âgées. Je rappelle que quand on voit les projections démographiques, et moi je m'intéresse beaucoup à la démographie, en 2040, un quart de la population aura plus de 65 ans. 2040, c'est demain. Hein. Bon. Un quart de la population. Alors, on n'est pas comme au Japon, mais, ou même comme l'Allemagne est en train de se dessiner, mais on aura un poids croissant des personnes âgées dans le total de la population. Et qui dit poids croissant dit nécessité d'avoir des réponses sanitaires qui correspondent à ces personnes âgées, dont, encore une fois, elles sont plus nombreuses à domicile. Alors, il y a des formules qui vont nous aider, nous, sanitaires, établissements de santé, dans la mesure où les pouvoirs publics viennent de lancer, vous le savez, un déploiement national de l'aide à la vie partagée, suite à un rapport qui a été fait par Denis Piveteau et Jacques Wolfrom, qui est paru au mois de juin dernier, donc qui est tout à fait récent, avec donc l'idée que plutôt que des EHPAD demain, on aura des personnes âgées qui seront dans des logements indépendants avec des services communs. Logements indépendants avec des services communs. C'est le nouveau regard qui est porté sur le maintien à domicile d'un nombre croissant de personnes âgées. Moi, je m'en réjouis, parce que, très honnêtement, le sort qu'on a réservé à nos personnes âgées en EHPAD, malgré l'investissement du personnel qui parfois a fait des miracles, n'était pas digne de notre système sanitaire. Je le pense statutaire rapidement. Je rappelle que notre bureau s'est réuni naturellement 3 fois, notre conseil d'administration aussi. Je rappelle les dates, le 12 février, le 27 mai, le 28 novembre, c'est l'aspect statutaire, avec une assemblée générale tronquée malheureusement l'année dernière, vous le savez, le 27 juin. Je vous informe qu'il a été réduit dans un contexte sanitaire contraignant, qui nous a privés d'une réflexion qui pourtant nous intéressait beaucoup sur les aidants et que nous allons avoir le plaisir de voir traiter ce soir par Madame Sariban. Faut-il rappeler que sans professionnels de santé, il n'y a pas de proximité, il n'y a pas d'HAD, mais que sans aidants, il n'y a pas non plus d'HAD. Et c'est donc important que de mettre un focus sur le rôle des aidants, sur l'officialisation, la reconnaissance des aidants auprès des personnes âgées à domicile. Pour terminer, je voudrais simplement vous assurer de la détermination du conseil d'administration, de l'ensemble des administrateurs avec la directrice générale et ses équipes, et le professionnalisme des acteurs de santé libéraux. Donc détermination à poursuivre dans la maîtrise le développement de l'HAD Vendée au service des Vendéens. On va passer au rapport d'activité. Donc, on va donner la parole au docteur Bontemps, notre président de CME. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, concernant l'activité, comme vous l'a dit tout à l'heure Monsieur Couturier, donc une augmentation de l'activité avec 203 patients présents par jour en 2020
Il faut se rappeler, on a une augmentation de 7% qu'il faut comparer à celle entre 2018 et 2019 qui était de 21%. Donc en partant de 154 patients en 2009, 191 en 2019 et 203 en 2020. Là-dessus, on s'intéresse un petit focus sur les patients pris en charge pour le Covid, donc 589 journées de prise en charge Covid, soit 56 séjours pour 52 patients. La répartition des modes de prise en charge, donc pour l'essentiel, la part prédominante des soins palliatifs qui s'accentue même un petit peu puisqu'on passe de 51. Alors en rouge, c'est 2019, en vert, c'est 2020. Sous réserve de ma difficulté à lire les couleurs. En dehors de cet aspect prépondérant, on tient à souligner que l'HAD Vendée figure au 12e rang national des HAD en termes d'activité et que d'autre part, pour ce qui concerne plus la région, elle a réalisé 26% en 2020 de l'activité des Pays de Loire, dont 33% de l'activité de soins palliatifs. Pour ce qui concerne, toujours ce focus sur les patients Covid, 17% des patients Covid ont été pris en charge sous le mode des soins palliatifs, essentiellement dans les structures pour les personnes âgées, et 83% au titre d'autres traitements, alors c'est soit l'oxygénothérapie, soit la rééducation. Concernant l'activité et l'évolution annuelle, donc 12% de séjours en plus, 2067 séjours réalisés, donc avec une proportion du domicile à 32% et 68% pour les établissements hospitaliers. Concernant les fins de prise en charge, 20% des patients sont sortis sous la forme d'un décès à domicile, 46% ont été maintenus à domicile à l'issue de leur séjour en HAD et 34% ont été hospitalisés. Un focus sur les établissements sociaux et médico-sociaux. Le nombre de journées de ces établissements a augmenté. Il représente en 2020 8,6% des journées, contre 8% en 2019. L'HAD est intervenu en 2020 dans 89 établissements différents, donc qui se décomposent de la façon suivante. Donc 64 EHPAD contre 49 en 2019, 14 SIAD, 7 établissements sociaux et 4 établissements hébergeant des personnes en situation de handicap. Répartition et évolution des adressages, on met l'accent sur l'augmentation importante des demandes émanant du domicile. Alors, il y a un aspect important à prendre en considération, c'est que les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, ont été frappés par une diminution d'activité ou une redistribution de leur activité pour certains durant l'année 2020, avec forcément un impact sur l'adressage et effectivement des patients qui craignaient d'être contaminés en se rendant dans des établissements de santé ont eu effectivement des besoins à domicile et nous ont sollicité pour essayer de rester à domicile, en particulier dans la période initiale où les équipements de protection individuelle manquaient, à la fois bien sûr pour les patients eux-mêmes, mais aussi également pour certaines catégories de soignants. On se souvient en particulier que les kinésithérapeutes ont cessé de leur activité temporairement pendant environ 2 mois. Donc, augmentation de 12% des demandes d'évaluation du domicile. On a signalé que notre taux d'admission, qui correspond au rapport entre les demandes, entre le nombre de patients admis et les demandes, est de 59%, ce qui est en augmentation par rapport aux 57% de 2019, avec un taux encore plus important pour les patients dont les demandes émanent du domicile. Toujours ce focus sur les Covid avec 35 patients adressés. Alors ce que nous on appelle domicile, ça peut paraître bizarre quand on dit mais l'EHPAD effectivement le domicile de ces résidents. 22 en EHPAD, 10 en établissement social et 3 au domicile personnel. Et 17 patients ont été adressés par les centres hospitaliers, essentiellement pour le CHD et même essentiellement pour le site de La Roche-sur-Yon. Alors l'activité du pôle social, donc 228 visites réalisées contre 164 en 2019. Donc
Nos assistantes sociales sont désormais au nombre de 3. Donc vous verrez tout à l'heure lors des débats Marie-Claire Félix et Lucie Derrière. Et Cyrielle Maillet nous a rejoint cette année. Donc leur souci, c'est d'être toujours au plus près des patients et de leurs aidants, ainsi que des intervenants du domicile et des équipes de coordination. Alors ensuite, focus sur l'activité des soins palliatifs, avec là aussi, vous allez voir défiler des photos. Augmentation du nombre de patients suivis de 13,30%. Et à signaler que le taux d'hospitalisation a baissé de 50 à 41%, alors du fait certainement des moyens mis en œuvre, mais aussi sûrement du fait de la réticence des patients durant une période assez longue à l'idée de rejoindre un établissement hospitalier. Donc là, on vous présente pour les infirmières qui sont à gauche et de gauche à droite, Nadine Lacroix, Céline Lemoine et Pauline Pasquet. Ensuite, un mot évidemment sur les psychologues qui ont aussi augmenté leur activité, alors avec une redistribution de leur façon de travailler, essentiellement des visios ou du téléphone au départ, une disponibilité qu'elles ont mise en œuvre auprès des professionnels, y compris du domicile, qui n'a pas toujours donné lieu à des demandes, mais peut-être que les gens étaient à ce point débordés qu'ils n'avaient pas forcément le temps de les solliciter. Alors là, cette fois-ci, c'est de haut en bas. Alexandra Hautebourg, Pauline Priou qui nous... Enfin, Blandine, pardon. Pauline, c'est en dessous. Blandine Priou, pardon, qui nous a rejoint cette année et pour augmenter ce pôle et ses ressources. Et Pauline Moras qui est en dessous. Donc, vous voyez, augmentation des situations suivies de 199 à 259, du nombre d'entretiens. Également, à noter que les concertations au soutien des professionnels, elles, ont un petit peu diminué, mais probablement pour les raisons de disponibilité, puis pour tout simplement du fait de la crise sanitaire. Bien, si maintenant on va passer, je pense, je vais céder la parole à Sandrine Luce, qui est notre directrice des ressources humaines. Donc, concernant l'activité ressources humaines, l'année a été marquée par une forte activité sur le recrutement, puisque nous avons réalisé 19 recrutements et sur ces 19 recrutements, on a créé 13 postes. On a renforcé le pôle parcours, puisqu'on a créé 9 postes d'infirmières. On a également recruté un médecin, une psychologue et une assistante sociale dont a parlé Frédéric, c'est Cyrielle. On a renforcé les équipes support puisqu'on a créé 7 postes. On a renforcé les équipes logistiques, système d'information, comptabilité, RH et l'accueil. Si on fait un petit focus sur l'activité des fonctions support, pour la partie comptable, l'année a été marquée par la continuité du déploiement du dossier patient informatisé. Ça nous a permis de travailler avec 340 infirmiers et 190 kinés en utilisant la préfacturation. Donc la préfacturation, c'est le fait de valider les soins sur MobiSoin. Du coup, ils remontent en automatique dans notre comptabilité et nous pouvons établir des factures, ce qui fait que les professionnels n'ont plus besoin de nous les envoyer. Du côté des pharmacies, nous avons travaillé avec 231 partenaires. Sur ces 231 partenaires, 20% travaillent avec nous maintenant en utilisant la télétransmission qui permet de réduire les délais de paiement. Pour la partie accueil, les filles ont traité cette année 47 200 appels entrants, ce qui représente une augmentation de leur activité de 8%. Et enfin, si on fait un petit point sur la qualité de vie au travail, comme l'année dernière, nous avons envoyé en février 2001 un questionnaire de bien-être à tous nos salariés. 83% d'entre eux nous ont répondu et on reste sur la même tendance que l'année précédente, puisque 95% de nos salariés déclarent être plutôt heureux ou heureux de leurs conditions de travail. Je passe la parole à Marie. Merci. Donc, en matière de qualité et de sécurité des soins, évidemment, l'année 2020 a été marquée par le Covid, évidemment. Donc, il nous a fallu organiser, formaliser, ajuster et anticiper afin d'assurer la sécurité des soignants d'une part et la qualité des soins au chevet du patient. C'est le cas pour tout établissement de santé, mais ça aussi était le cas chez nous. On a d'abord adapté les précautions auprès des patients, des professionnels du domicile et des achadiens. On a aussi œuvré pour l'approvisionnement en équipements de protection individuelle et jusqu'à l'acheminement à domicile. Nous avons collaboré sur les filières et les modes de prise en charge, que ce soit depuis l'hôpital, à domicile directement ou avec les établissements médico-sociaux et le développement dont parlait M.
Couturier tout à l'heure sur le développement du sevrage en oxygène avec le CHD, entre autres. Ça a été l'occasion de déployer la téléconsultation à une vitesse grand V. On n'aurait pas cru pouvoir être si rapide. Et puis, en matière de médicaments, on a aussi mis à disposition des kits Covid auprès des EHPAD pour pouvoir réagir plus rapidement aux besoins des patients atteints de Covid, des résidents atteints de Covid en EHPAD. Toujours sur le médicament, vous savez, nous occupe souvent beaucoup de temps et de travail au cours de l'année. Ça a été le cas aussi en 2020. Donc, vous voyez derrière moi, on a pu faire un superbe roll-up que nous n'avons pas eu l'occasion de trop présenter à nos partenaires du fait de cette petite crise Covid. Et donc, voilà, ce soir, vous le voyez en direct. Avant le premier confinement, on a eu le plaisir d'organiser des soirées avec les pharmaciens d'officine aux 4 coins du département. Ça nous a permis de replacer le pharmacien au cœur de la prise en charge médicamenteuse du patient à domicile. Et puis, de continuer à sensibiliser notamment les pharmaciens à la place et l'importance de la prescription complète. Alors, la prescription complète, on a continué tout au long de l'année 2020 à présenter ce que c'était, à rappeler son importance. C'est une synthèse des médicaments qui est validée par le médecin coordonnateur. C'est une ordonnance à part entière qui permet de délivrer et qui aussi suffit à délivrer, contrairement à ce que pourraient parfois croire nos collègues pharmaciens. C'est un outil qui permet d'échanger entre professionnels sur les traitements du patient. Grâce à ça, on va se questionner sur ce que prend véritablement le patient à domicile. L'aidant va pouvoir nous dire « Ah, mais moi, le patient, il ne prend pas ça. » On a oublié de vous dire que tel médicament était pris aussi par le patient sans ordonnance. C'est vraiment un outil de communication entre les différents acteurs du médicament. Alors, au-delà de ces outils et de ces travaux sur le médicament, c'est bien sûr l'informatisation de l'administration des traitements en 2020. Nous avons en effet déployé les tablettes à domicile et l'application MobiSoin, que vous pouvez voir à l'écran via les copies d'écran que nous avons mis sur le diaporama. On a pu déployer en 2020 7 secteurs sur les 14 que nous comptons actuellement à l'HAD. Et nous souhaitons vraiment souligner ici le rôle clé des infirmiers libéraux dans la traçabilité de l'administration des traitements et en particulier sur la vérification de la prise des traitements. C'est un rôle très important des infirmiers libéraux. Quand le patient est autonome, ils ont tout leur rôle à jouer. Au-delà de l'administration des traitements, le partage de l'information en temps réel, c'est aussi cette tablette à domicile, l'accès au dossier patient informatisé depuis le chevet des patients. Alors certes, la traçabilité n'empêche pas les alertes téléphoniques. C'est vrai que ça nous permet de se coordonner et de réagir rapidement, le téléphone. Mais il faut quand même souligner que la tablette, le dossier informatisé, ça permet de renforcer l'équipe autour du patient. C'est de se donner les moyens de mieux prendre en charge le patient, pour ajuster les traitements, pour coordonner les différents intervenants. Ça nous permet d'identifier et de réévaluer les besoins du patient, de répondre et d'accompagner, de répondre aux besoins du patient, de les accompagner, eux et leurs aidants, que ce soit dans les soins, dans la prise en charge médicamenteuse et au niveau des aides en général. Nous avons évidemment évalué cette première année de déploiement et comme vous pouvez l'apercevoir sur la diapositive, c'est très encourageant. Quand on évalue l'utilisation de MobiSoin par les professionnels du domicile, globalement, la traçabilité est importante, notamment par les infirmiers libéraux, par les SIAD. Et on observe une belle progression de l'utilisation par les kinésithérapeutes, surtout depuis le début de l'année 2021. Donc il est important pour nous, au sein de l'HAD, de poursuivre notre travail de sensibilisation auprès des professionnels du domicile, puisque ce sont eux qui font vivre cet outil de partage d'informations en temps réel. Alors au-delà du Covid, l'occasion pour l'HAD a été de repenser l'hygiène, et notamment la place de l'hygiène à domicile. C'est vrai que nous nous sommes questionnés sur la culture du risque infectieux, que chacun d'entre nous pouvait véhiculer au plus près du patient. Donc c'est un travail que nous avons engagé en 2020 et qui se poursuit en 2021. Donc là, la transition est toute trouvée. Voici les indicateurs officiels de la lutte contre les infections nosocomiales. Patricia, qui a quitté l'HAD en mars de cette année, a suivi tout au long de l'année 2020 cet indicateur de consommation des solutions hydroalcooliques. Nous avons consommé, évidemment, crise Covid oblige 1627 litres de solutions hydroalcooliques. On a dépassé l'objectif qui nous était fixé, évidemment.
Voilà pour l'année 2020 et les indicateurs sur l'hygiène. En matière de qualité au sens large, nous avons les indicateurs officiels de qualité de sécurité des soins sollicités par la Haute Autorité de Santé chaque année. Nous évaluons un certain nombre de dossiers. Donc cette année 2020, les résultats portent sur des dossiers tracés en 2019. Sur nos 5 indicateurs, vous observerez que les 5 sont au-delà des 80% de conformité. Alors certes, vous verrez que la tenue du dossier patient et la coordination de la prise en charge, qui contiennent plusieurs thématiques, ont un petit peu diminué. Mais il faut quand même observer que l'ensemble des indicateurs sont au-delà des 80%. Le suivi de poids, la traçabilité de l'élévation du risque d'escarre sont bien au-delà des chiffres de 2019. Et puis l'expérimentation qui avait commencé en 2019 sur l'évaluation de la douleur s'est poursuivie par un véritable indicateur en 2020. Et vous voyez que directement, nous sommes arrivés à 80% de conformité. Donc on peut quand même se féliciter d'avoir atteint ces résultats sur l'année 2020 avec des dossiers de 2019. Je profite de vous remercier chacun et chacune pour l'ensemble du travail accompli en 2020, y compris les professionnels du domicile, puisque sans les équipes de coordination, infirmiers de liaison, infirmiers soins palliatifs et spécialisés, ainsi que équipe psychosociale, préparateurs en pharmacie, équipe SI, hygiène, administratif et financier, eh bien, l'amélioration continue de la qualité de la prise en charge de nos patients ne serait pas une réalité. Merci à chacun. Alors, en conclusion, avant de donner la parole pour clore cet AG à notre président, M. Couturier, comme chaque année, je vous présente les résultats et des extraits des commentaires qui sont relevés dans les enquêtes de satisfaction de prise en charge qu'on envoie à nos patients. À titre d'information, ce qu'on vous avait peut-être pas dit les autres années, c'est que plus de 50% de ces questionnaires sont remplis par des aidants. Ainsi, la transition est toute trouvée vers le thème de notre conférence, puisque j'ai retenu uniquement quelques commentaires d'aidants pour clore et faire cette transition que je vais vous lire rapidement avant de donner la parole à M. Couturier et pour alimenter cette conférence. Un premier extrait. Alors, il y a du positif, il y a du négatif, il y a des propositions d'amélioration, bien sûr. Je me suis sentie souvent très seule vis-à-vis de la douleur de mon mari, seule et démunie. Il faut prendre plus en compte les informations fournies par l'aidant, car il est confronté au problème 24 heures sur 24. Que dire, sinon que cet accompagnement arrivait au bon moment pour prendre le relais et me soutenir dans une tâche qui m'avait fait perdre beaucoup de force. Et pour conclure, l'implication du patient et surtout de l'aidant est sûrement le maillon fort du système. Avec le recul, j'ai la sensation que tous ensemble, nous formions une équipe autour de mon mari. Je donne la parole à M. Couturier pour clore. Oui, mais il me reste tout simplement à clore cette Assemblée générale, à remercier l'ensemble des rapporteurs pour la qualité de leur rapport, la concision aussi de leur rapport, ce n'est pas facile. Et avant de passer, bien évidemment, à la deuxième partie de notre Assemblée générale, avec la conférence attendue sur les aidants, dont on a vu, là encore, à travers les témoignages, le rôle majeur dans le fonctionnement de l'HAD. Donc pour terminer, je voulais remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation de cette Assemblée générale dans son organisation logistique un peu particulière sur un nouveau format. Voilà, il faut apprendre à tester et à développer des nouvelles techniques. Je voulais remercier aussi les personnes qui ont organisé la conférence et qui ont porté ce thème des aidants, qui vont arriver là d'ici quelques minutes. Puisque nous allons nous retrouver, nous allons faire une transition. Donc, on va prendre 2-3 minutes, le temps de changer d'intervenant. On va laisser notre place aux conférenciers. Vous pourrez voir pendant cette conférence 3 films qui ont été réalisés à partir de l'interview de 5 ou 6 aidants, je crois, 6 aidants, voilà, que nous avons rencontrés à leur domicile, qui vont nous parler de leur vécu, de leur quotidien, de leurs attentes. Et vous pourrez voir ces films dès demain, je crois, en vidéo, en retransmission sur YouTube.
Donc voilà, à tout de suite, ne zappez pas et on se retrouve dans 2 minutes ou 3 minutes. À tout de suite.